So, mais voilà qui relance un direct là. Salut tout le monde. Allez, connectez-vous rapidement. Voilà, tranquille. Ça fait quand même un bon moment que j'ai pas fait de direct et tout. Mais bon, on relance le direct ici. On va voir ce que ça va donner encore. Alors, connectez-vous massivement et comme d'habitude, partagez la vidéo, partagez au max, voilà. Et puis mettez le cœur tranquille, vous savez. Alors, salut tout le monde, salut à tous ceux qui se connectent actuellement et bienvenue sur ma page Facebook. Alors, partageons au maxi. On va parler un peu de ce qui se passe actuellement dans la sous-région, sans oublier de parler du nouveau parti ivoirien. Voilà, parti africain, non, parti des peuples africains. Punaise. Ils ont cherché ils ont voulu forcément donner une annotation qui tire vers le panafricanisme, là, voilà. Du genre, ils aiment trop les Africains, ils aiment trop les Burkinabés, ils aiment trop les Guinéens, ils aiment trop les Maliens, quoi. Voilà, donc on va faire un parti où les Maliens, les Burkinabés ne vont pas se sentir étrangers en Côte d'Ivoire. Mon Dieu, quelle arnaque. Sérieux les gars, je regarde le truc, je ris. Je ne sais pas si je dois commenter, si je dois m'énerver ou bien si, voilà, je dois être heureux. Sérieux les gars. Alors, parti des peuples africains. Et là, quand on les interroge, je constate des gars qui parlent de panafricanisme, je constate des gars qui parlent de l'intégration africaine, je constate des gars qui sont en train de s'offusquer contre la fermeture, comment dirais-je, des frontières, voilà, avec certains pays voisins, comme le Ghana par exemple. Bon, en toute franchise, je trouve ça aussi anormal que un an après, les frontières entre la Côte d'Ivoire et le Ghana soient fermées. Mais les gars, mettons ça à côté. Ça, c'est problème économique ou bien, je ne sais pas, politique, on ne sait pas trop. Mais il faudrait que les gars réussissent à résoudre aussi ce problème-là et qu'ils ouvrent les frontières au niveau du Ghana. Mais les gens de l'ancien FPI qui viennent comme ça et parler de panafricanisme, les gars, il y a de quoi rire. Sérieux. Alors, comme ces dernières années, les gens parlaient des histoires du nom. Gbagbo, voilà, c'est un panafricain. Gbagbo, il défend plutôt les droits des Africains et tout. C'est la raison pour laquelle monsieur se trouve à la CPI. Donc, du coup, les gars ont compris tout ça. Ils viennent comme ça sur la toile un peu partout, créer leur parti et dire, bah, voilà, Jean, on est panafricain maintenant, quoi. Oh. Sérieux. Et regardez leur vision. Aucun plan de développement pour la Côte d'Ivoire. Rien du tout. Alors, vous allez voir, quand vous allez leur demander, quand ils vont essayer de se prononcer sur ce parti-là, ils vont parler de quoi? Uniquement, bah, les défis, comment dirais-je, de la sous-région et tout ça, Al-Qaïda, voilà, ils vont parler des trucs aussi, des attentats un peu partout aussi, dans le nord, voilà, disons au nord de la Côte d'Ivoire, je vais parler du Burkina, du Mali, un peu plus au Niger aussi, et tout ça. Ils vont parler de tout ça, mais sans pour autant nous dire au moins que la Côte d'Ivoire, elle aussi, a besoin de se développer, a besoin d'avancer. C'est vrai que nos voisins, quand ils ont des problèmes, c'est nous aussi qui avons des problèmes. Et donc, il faut bien entendu, d'un commun accord, essayer de lutter contre ces problèmes-là et tout. Mais quand vous faites votre plan de développement et vous ne parlez uniquement de gens, voilà, le Tchad, machin. Attends, d'ailleurs même, vous êtes africain depuis quand? Sérieux. Eux, ce ne sont pas des Africains, c'est juste des Ivoiriens. Et très fiers d'ailleurs. Sérieux les gars. Eux, ils ne sont pas africains, hein. Ils sont ivoiriens, point barre.
Voilà, donc c'est vraiment dommage si la Côte d'Ivoire se retrouve en Afrique, mais eux, ils ne se sentent pas concernés dans la mesure où, pendant leur règne, il y avait une chasse aux Burkinabés, pendant leur règne, il y avait une chasse aux Maliens, pendant leur règne, il y avait une chasse aux Guinéens, et tout cela, on trouvait ça absurde. C'est d'ailleurs la cause de cette crise-là, voilà, politico-militaire, qui a enrhumé la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Dans la mesure où des gens, parce qu'ils ont un nom, Diallo, automatiquement, ils sont étrangers. Voilà, eux, ils sont pas ivoiriens. Pourtant, il y a des Ivoiriens qui s'appellent quand même Diallo. Il y a des Ivoiriens qui s'appellent aussi Barry. Il y a des Ivoiriens qui s'appellent aussi, comment dire, Kone, comme Kone Katina, par exemple. Voilà. Mais les Kone, on les retrouve aussi peut-être au Burkina ou bien au Mali, je ne sais pas trop. Peut-être, voilà, comme je ne maîtrise pas trop les noms de là-bas, mais je sais qu'il y a des noms à résonance malinquée, voilà, qui se trouvent de part et d'autre des frontières. Et ça, c'est tout à fait normal. Et donc, dès qu'on voit ça, mon Dieu, lui, n'est pas ivoirien et tout. Mais c'est tout ça qui a créé une certaine frustration qui nous a conduit à cette rébellion de 2002 là. Voilà. Et donc, aujourd'hui, les gars se pointent comme des panafricanistes. C'est pourquoi, des panafricanistes, je voulais dire, excusez-moi. C'est pourquoi je ne sais pas si je dois être heureux de le savoir ou bien être fâché, m'offusquer contre tout ce qu'ils disent parce que pour moi, c'est une arnaque. Sérieux, les gars. C'est une arnaque. Alors, on ne va pas manquer aujourd'hui aussi de parler brièvement de la situation au Mali, de parler brièvement de la situation aussi en Guinée. Voilà. Mais je termine d'abord avec le Parti des peuples africains. Voilà. Alors, voici un parti qui au début était le FPI, qui après la crise de 2010-2011 s'est divisé tranquille. C'est à partir de 2012 ou bien 2013 ils ont commencé à faire leur chichilin. Voilà, on va dire 2013. Donc les gars se sont divisés. Aucune tentative de réconciliation. Aucune, les gars. Il n'y a même pas un d'un côté qui a décidé même au moins de dire, bon, ok, tous les dirigeants de ce parti-là, tous les chefs de section et tout ça, machin, réunissons-nous, essayons de voir ce qui ne va pas. Et puis, bien entendu, d'un commun accord, on va décider ce qui est bien pour le parti et se réconcilier. Même si Gbagbo n'est pas là. Aucune initiative que ça soit du côté de Afi N'Guessan ou bien du côté de Laurent Gbagbo, rien du tout. Chacun est campé sur sa position. Point barre. Ce sont des gens là, des gens comme ça, on attendait pour venir réconcilier les Ivoiriens. Punaise. Et là encore, je vois des gens qui n'arrêtent pas de dormir aussi bête. Dormez-moi bête, les gars. Sérieux. Voilà. Aujourd'hui, Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire, on dit il va réconcilier. Je vous ai toujours dit, les gars, ça c'est juste de la bouillabaisse. Voilà. Ou bien du beurre dans les yeux, tranquille. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est celui qui représente leur parti. Ça dit, celui grâce à qui on les suit. Il faudrait qu'il soit là. Point barre. Tant qu'il n'est pas là, ils savent que activité zéro pour eux. Nul. Sérieux, les gars. Moins de 5% aux élections. Tranquille. Ils le savent très bien. C'est la raison pour laquelle ils voulaient qu'il soit là. Présent. Qu'il participe aussi aux élections. Voilà. Alors, il vient. Il ne tente pas de réconcilier le parti. Alors là, pas du tout. Et tout ce qu'il dit, c'est du genre, j'ai pas envie qu'il y ait, comment dirais-je, les histoires de va-et-vient à la justice et tout. Mais qui te parle de justice, les gars? Qui vous parle de justice? Même un couple, lorsqu'il y a des palabres, ou bien quand le couple là, tente de divorcer, il y a des troubles et tout ça, voilà, on essaie de régler le problème à l'amiable. Et lorsque ça ne va pas du tout, là en ce moment, on parle de justice. Ou là-bas, on va, si vous allez signer le divorce, point barre. Ou bien aussi, si tu as des problèmes avec ton ami, tranquille, mais vous essayez de régler à l'amiable. Vous avez certainement des amis en commun et tout, qui vont vous aider à régler vos différends à l'amiable.
Et quand ça ne va pas, en ce moment-là, on parle de justice maintenant qui va tout trancher. Ça se passe aussi pour les entreprises. Ils ne vont pas directement à la justice. Ils essaient de convoquer le chef de telle entreprise pour dire, bah écoute, voilà, tu m'as copié ou bien voilà, tel problème qui est survenu et tout. Machin, comment on peut régler ça? Mais quand ça ne va pas aussi, en ce moment, on parle de justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé au FPI? Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a pris comme décision pour pouvoir réconcilier le parti? Rien du tout. Zéro, les gars. Zéro. Et c'est sur un gars comme ça on compte pour pouvoir réconcilier 28 millions d'habitants. Il ne réussit même pas à réconcilier 125 personnes. Un petit parti comme le FPI. On a juste à réconcilier les membres dirigeants. Hein. Si ils sont réconciliés, les autres vont juste suivre. Voilà, c'est comme ça. Si on réconcilie les bergers, bien entendu, finalement, vous allez voir que les moutons vont commencer à se promener ensemble. Mais si ce n'est pas fait, chaque berger prend sa route et bien entendu, le mouton avec, il suit son berger et puis il continue aussi. Et c'est comme ça se passe. 125 personnes, juste les réconcilier, c'est pas possible. Voilà ce qu'on nous dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, on n'a pas envie de faire les va-et-vient, perdre de temps à la justice. Bref, je crée mon parti et puis point barre. Afin Guessan aura la coque, comment dirais-je, la coque du parti. Voilà, donc c'est juste une représentation, juste le nom. Et nous, on aura le contenu. Ça, c'est la phrase du président Laurent Gbagbo. La phrase digne d'une personne qui veut réconcilier toute une nation. Il ne tente même pas de réconcilier d'abord son parti. Alors, problème, les gars. Problème. Sérieux, les gars. Il y a un sérieux problème. Alors, comment faire confiance à une telle personne? Comment, les gars? Je me pose la question. Il faudrait que chacun de vous se pose cette question-là. Alors, en plus de cela, il y a un certain divorce entre lui et aussi son épouse. Je ne parle pas de divorce du genre, comment dirais-je, leur vie de couple et tout. Non, sur le plan politique aussi, les gars. Voilà. Donc là aussi, il y a une certaine cassure. Et on ne tente pas de réparer les choses. D'analyser et de voir ce qui n'allait pas. Et bien entendu, prendre une décision pour le futur. Excusez-moi. Ne serait-ce que pour le bien du parti, ne serait-ce que pour le bien des Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens aient de nouveau confiance. Rien du tout, les gars. Et ça se dit prêt à réconcilier une nation de 28 millions d'habitants. Mon œil, les gars. Sérieux. Mon œil. Dormez moins bêtes, les gars. Voilà. Alors, on va prendre un autre point qui est le Mali. Et ensuite, on termine brièvement avec la Guinée et je vais vous donner rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Alors, voici une nation, un pays qui va faire un coup d'État juste parce que selon eux, il y a la guerre au nord, voilà. Et donc, eux, là, ils vont éradiquer le terrorisme du Mali et tout ça. Et donc, comment dirais-je, je vais dire, éradiquer le terrorisme du Mali. Et aussi, bien entendu, faire valoir les droits de l'administration malienne aussi au nord. Ça fait plus de 1 an qu'ils ont fait leur coup d'État et tout. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gars, voilà. Il y avait aussi dans leurs revendications, il n'y avait pas ça uniquement, il y avait aussi le fait que le peuple malien souffre et tout ça, machin, ils n'arrivent pas à avoir du boulot, ils n'arrivent pas à aussi, comment dirais-je, avoir les produits de première nécessité aussi au Mali et tout. Bref, le Mali souffrait. Ils ont fait leur coup d'État. Alors, sachez une chose, quand dans un pays, il y a toujours un coup d'État, c'est parce que dans ce pays-là, les gens ont, pour la majorité des cas, voilà,
ils ont tendance à donner beaucoup de pouvoir aux militaires. Vous comprenez? Les militaires ont trop de pouvoir. Les militaires sont beaucoup plus vus, je ne sais pas, et tout le monde met leur espoir sur les militaires. Conclusion, les militaires vont toujours prendre le devant, comme l'avait espéré aussi le FPI lorsqu'on les a déchus aussi. Après les élections, ils espéraient tous qu'il y ait un coup d'État. Voilà, que les militaires essaient de renverser le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Comme ça, eux aussi, bon, ils vont, je ne sais pas si ils vont chercher à sourire ou bien ils vont chercher à rentrer encore, voilà, au pays ou bien rentrer dans la course à la présidentielle et tout. Tranquille, on ne sait pas trop, mais c'était leur souhait. Alors, ils ont fait tout ça. Et l'argent malien, à quoi sert l'argent du Mali actuellement? C'est qu'ils récoltent des impôts, c'est d'acheter des armes, d'acheter des avions de guerre et tout ça, pour pouvoir bien entendu aller combattre le terrorisme. Rien de si mauvais, les gars. Mais pendant ce temps, est-ce que ça fait partie des priorités du peuple? Ce que le peuple s'était donné comme vision pour pouvoir, bien entendu, mieux vivre. Les gars, sérieux, on se pose encore la question. Je ne vais pas m'étaler sur le groupe Wagner parce que là-bas, ce n'est pas encore confirmé et tout. Donc, j'en sais rien, absolument rien du tout. Mais tout ce que je vois, tout ce que je sais, c'est que l'État malien achète des armes de guerre, des hélicoptères de guerre et tout ça, pour pouvoir, bien entendu, assurer la sécurité du pays et puis de toute la nation et tout. Mais pendant ce temps, le peuple, de manière parallèle, qu'est-ce que vous faites pour le peuple? Rien du tout. Sérieux, les gars. Pareil qu'en Guinée. En Guinée, bon, je ne vais pas dire pareil par rapport à l'achat des armes, mais en Guinée, le truc, c'est que quoi? Ils font un coup d'État, ils disent qu'il y avait trop de corruption et que l'argent de l'État n'était pas très bien réparti et qu'aussi, comment dirais-je, on donnait des marchés à des entreprises, voilà, qui normalement, au lieu de normalement privilégier les entreprises guinéennes, voilà. Quoi de plus normal? C'est tellement beau tout ça. Sauf que les gars, après un coup d'État, ils n'ont pas décidé de dissoudre tous ces contrats-là et tout ça, mon cher. Parce qu'après un coup d'État, ils peuvent le faire. Ils peuvent dire, par exemple, vous les Chinois là qui prenez voilà, notre diamant et tout, notre bauxite et tout ça, mon cher. Bon, votre contrat là qu'on a regardé, il y a trop d'irrégularités façon là. Bref, point barre, c'est bon, vous déménagez. On préfère donner ça à ceux qui sont beaucoup plus, voilà, à ceux qui pourront beaucoup plus construire des écoles ou bien mettre des pompes villageoises ou encore construire aussi des routes aussi dans la région où ils exploitent ce bauxite là et tout ça. Mon cher, mais vous, les Chinois, vous n'avez rien foutu. Donc, point barre, bonsoir. Ils ne font pas ça. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, les gars, c'est vrai, on a pris le pouvoir et vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà, vous pouvez continuer votre exploitation par rapport à ce qui a été dit dans le contrat. Donc, je me demande, je regarde tout ça, je me dis, quel paradoxe. Voilà. Parce que là, vous êtes plein du fait que M. Alpha Condé a donné des entreprises, sinon il a octroyé des contrats à des entreprises chinoises qui exploitent, voilà, comment dirais-je, qui exploitent les ressources naturelles de la Guinée. Et bien entendu, d'une manière parallèle, le peuple aussi n'a rien du tout. Le peuple n'obtient rien du tout. Et tout ça, et des gens travaillent là-bas avec des salaires de minables. Et vous prenez le pouvoir maintenant. Et tout ce que vous avez à dire, c'est non, il n'y a rien de grave. On a juste pris le pouvoir. Vous pouvez continuer, comment dirais-je, votre exploitation. Franchement, moi, je trouve ça dommage. Et je trouve ça vraiment, je ne sais pas comment qualifier cela, mais j'ai envie de dire, Africains, réveillez-vous, quoi. Voilà. Le vrai problème de la Guinée, c'est un problème militaire. Le vrai problème de la Guinée, c'est juste le fait que là-bas, ils veulent que ce soit un militaire qui commande réellement, voilà, le pays. Point barre. Et c'est le même problème que le Mali est en train
connaître petit à petit. Parce que le militaire, on le connaît, c'est juste la rigueur et tout ça, machin et tout. Donc, du coup, voilà, on essaie de voir avec rigueur comment gérer le pays et tout. Point barre. Voilà. Mais ils n'ont pas d'idée. Aucune idée. C'est juste des enveloppes. Et c'est ce que je constate. Après, je ne sais pas, ça fait combien de semaines maintenant le gars a fait son coup d'état? Je crois 4 semaines, 5 semaines, je crois. Voilà, tranquille. Mais déjà, quand tu observes ce qui se passe, ou bien les décisions qu'ils prennent, bah, rien en faveur encore de... Rien d'assez concret, au fait. Sérieux. Mais on observe toujours et on va voir ce que ça va donner. Maintenant, pour terminer, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je reviens, c'était juste une parenthèse en parlant du Mali et tout, mais on va rentrer beaucoup plus en profondeur avec le sujet malien et le sujet guinéen. Et sachez que c'est tout à fait normal si je parle de la Guinée, si je parle du Mali, pour ceux qui pensent que non, comme je suis ivoirien, je n'ai pas le droit. Non les gars, quand la Guinée est enrhumée, quand ça ne va pas en Guinée, c'est bien, je suis conscient qu'il y a des entrepreneurs ivoiriens, voilà, qui font des va-et-vient entre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour pouvoir écouler leurs produits. Et quand ça va mal en Guinée, bien entendu, ça va mal pour ces entrepreneurs-là. Pareil pour le Mali aussi. Et donc, on est en train de construire actuellement une route qui va relier la Côte d'Ivoire avec la capitale guinéenne, voilà. Et donc, c'est pour vous montrer à quel point les Ivoiriens sont désireux d'échanger sur le plan économique et commercial, bien entendu, avec tous les pays de la sous-région. Et tout part de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire direct Lagos, Côte d'Ivoire direct Sénégal, Dakar, des autoroutes qui seront construites et tout. Et bien entendu, avant que tout cela se fasse, il faudrait qu'on ait quand même une certaine stabilité dans la sous-région. Et sans cette stabilité-là, on ne peut pas avancer. Vous-même, les Guinéens, vous voyez, quand vous arrivez à votre frontière, arrivez là, à votre frontière avec la Côte d'Ivoire, vous voyez que le goudron commence là où les frontières ivoiriennes commencent. Vous comprenez un peu? Et là, il faudrait que ça vous fasse réfléchir, quoi. Il faudrait que vous disiez au moins que, voilà, vous avez beaucoup à faire pour pouvoir, bien entendu, comment dirais-je, bien entendu, arriver au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour arriver au niveau de la Côte d'Ivoire, les gars, franchement, il faudrait que vous, de votre côté, vous puissiez faire un effort quand même, voilà, de ne pas encourager les coups d'État, de ne pas soutenir des militaires qui vont tout le temps vous mettre en retard, 10 ans en arrière, 10 ans en arrière encore. Les gars, où allons-nous? Sérieux, où allons-nous? Là, des militaires maintenant, ils ont pris le pouvoir pour pouvoir, bien entendu, essayer de voir d'abord dans un premier temps. Ça dit, les 5 premières années, là, ils vont chercher à faire en sorte que, voilà, il n'y ait pas de coup d'État contre eux. Donc, c'est uniquement là-bas que l'argent va partir. C'est comme ça. C'est pour ça seulement qu'ils vont travailler. Et c'est pareil pour le Mali. C'est comme ça. Automatiquement. Tu t'assois, tu essaies de... Donc, tu sais que tu es venu d'une manière illégale. Donc, comment faire asseoir ta souveraineté? Et puis, comment faire en sorte aussi qu'on ne te balaie pas ou bien qu'on ne te renvoie pas comme tu as renvoyé l'autre. Tranquille. Et les 5 premières années, là, tu vas t'employer à, bien entendu, investir uniquement dans des armes, dans l'achat d'armes ou bien l'équipement ou encore, comment dirais-je, voilà, un système de renseignement qui va te permettre quand même, bien entendu, de pouvoir faire asseoir aussi ton autorité. Et comment on appelle ça? Excusez-moi, ta notoriété, au fait. Voilà, tranquille. Et donc, tout ça, l'argent du peuple, ça va dedans. Et du coup, ça vous envoie 10 ans en arrière. C'est après ça, maintenant, il va penser, bon, aux petites choses, mais pendant ce temps, vous perdez du temps, assez de temps, les gars. Sérieux. Et donc, souffrez du fait que je parle aussi de la Guinée, que je parle aussi du Mali, que je parle aussi des autres pays de la sous-région, qui, bien entendu, basculent dans l'instabilité, qu'on appelle ça, dans l'instabilité, voilà. Parce que tout simplement, quand vos pays sont instables,
bien entendu, vous mettez aussi en danger certaines PME ivoiriennes, vous mettez aussi en péril, en difficulté, certaines entreprises ivoiriennes et franchement, ça c'est vraiment dommage. Donc, je vais en parler bien. Alors, je repars sur la Côte d'Ivoire pour terminer avec l'interview de Kone Katina, voilà, qui était présent sur Ça fait l'actualité et qui va nous dire exactement, et là, à travers cette interview-là, vous allez comprendre pourquoi exactement les gars sont du genre Gbagbo ou rien. Alors, je vais vous faire écouter très rapidement, ici, voilà. Je pense que c'est la capacité du président Laurent Gbagbo de transformer toutes les situations, même les plus difficiles, en atout. Je pense que finalement, l'envoyer à la CPI, il était déjà très populaire, ça on le sait. Il lui a donné aujourd'hui une aura qui lui permet aujourd'hui de rassembler au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est cette aura-là que le président Laurent Gbagbo donne, si vous voulez, offre à l'Afrique. Et ça, madame, je peux vous dire que c'est là pour nous est un atout important. Quand nous regardons l'engouement des partis qui veulent venir participer à ce congrès, nous sommes obligés même à un moment donné, compte tenu de ce projet, de ne pas pouvoir accepter tout le monde, mais on se rend compte qu'effectivement, il est en train de porter une espérance, il apporte une espérance à tous les Africains, et pour nous c'est très important. Alors, déjà, je m'arrête là, avant que la dame ne continue de parler. C'est que là, quand vous écoutez très bien son interview, désolé, il vous explique exactement pourquoi eux là, c'est Gbagbo ou rien. Parce que leur politique est axée sur la personnalité de Gbagbo. Point bas. Depuis le début du FPI jusqu'à aujourd'hui, uniquement Gbagbo. Je parle Gbagbo, c'est que quand on dit Gbagbo, c'est FPI. Un parti comme le FPI, sans Gbagbo, ce n'est plus le FPI, en fait. Voilà. Alors, quand tu analyses toutes ces interviews-là, tu constates réellement que, au fait, puisque leur politique est axée sur la personnalité de Laurent Gbagbo, automatiquement, ils ne se voient pas avancer politiquement, sinon engranger du monde, voilà, attirer du monde, si Gbagbo n'est pas associé à leur mouvement. Point barre. Et donc, pour cela, il faut que Affi N'Guessan saute. Affi N'Guessan ne peut pas être le président de ce parti-là. Parce que, qui connaît Affi N'Guessan? C'est la question qui se pose. Ou bien, est-ce que Affi N'Guessan draine du monde? C'est la question qui se pose. Mais si Affi N'Guessan n'est pas capable de drainer du monde, dans ce cas, c'est Gbagbo qu'il faut. Point barre. Et ça, c'est l'erreur que les politiciens ont toujours tendance à faire en Afrique. Je ne sais pas si je dois parler d'erreur ou bien si c'est selon leurs calculs que cela doit se faire et tout ça. Parce que finalement, on observe que lorsque ces personnes arrivent au pouvoir et tout, on pense que si elles quittent, c'est la catastrophe. Non seulement pour leur parti, et en plus de cela, pour le pays. Vous comprenez un peu. Ça va vous permettre peut-être de comprendre pourquoi au Cameroun, on a un président qui est là-bas depuis avant même que je sois encore dans les testicules de papa. Voilà. Donc, on se dit quoi? Si Gbagbo n'est plus là, c'est la catastrophe. Tant qu'il est vivant, il faudrait qu'il soit là, qu'il se présente et tout. Voilà. Parce que c'est grâce à lui qu'on réussit à drainer du monde et tout ça. Et donc, quand vous avez dans un parti un groupe qui pense ainsi et un autre groupe qui se dit qu'il faut donner la chance aux autres quand même de faire leurs preuves, c'est-à-dire le groupe d'Affi N'Guessan, bien entendu, il y aura toujours problème. Mais toujours est-il que les deux groupes peuvent s'asseoir pour causer et essayer de déterminer ce qui est bon pour le parti et bien entendu prendre une décision. Mais ce n'est pas le cas. On s'en bat les couilles. Si Gbagbo aujourd'hui dit encore que non, j'ai créé un autre parti et tout ça, machin, et tranquille, ils vont le suivre là-bas aussi. Pourquoi? Parce que c'est juste Gbagbo qui est là-bas. Là, quand c'est comme ça, ça devient maintenant du fanatisme. Quand vous axez votre politique sur une personnalité, ben, c'est de la starmania, donc ça devient automatiquement du fanatisme. C'est ce qu'on fait généralement
pour les artistes chanteurs. C'est ce qu'on fait généralement pour ceux qui sont dans l'art, la culture et tout ça, mon chien. Donc, les danseurs aussi. C'est ce qu'on fait généralement aussi pour les peintres ou bien pour les joueurs et tout ça, voilà. Ce sont des politiques qui sont axées sur leur personne, leur propre personne. Et même quand tu vois l'équipe de football ou bien de basketball, comment dirais-je, voilà, d'un club et tout ça, machin, mais toute la politique est axée sur la personnalité de chacun. Et c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, c'est ce qu'on fait en politique en Afrique. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Quand il fait quelque chose, on va dire, voilà, Laurent Gbagbo, c'est grâce à lui, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Ça entre dans la tête des gens et on se dit, bon, finalement, si tout est fait grâce à Laurent Gbagbo, c'est que sans Laurent Gbagbo, on ne pourra pas vivre. Sans Laurent Gbagbo, on ne pourra pas avancer. Sans Laurent Gbagbo, on ne pourra rien construire. Et automatiquement, on pense à la catastrophe. Comme au Cameroun, chez les Biya, où là-bas, on se dit, sans Biya, bien entendu, le Cameroun court à la catastrophe, en fait. C'était le cas dans les années 90 en Côte d'Ivoire aussi, où on se disait, sans Félix Houphouët-Boigny, bien entendu, la Côte d'Ivoire court à sa perte. Mais ça n'a pas été le cas après sa mort, paix à son âme, les gars. Ça n'a pas été le cas. Sauf que après, les gens étaient en train de se bagarrer jusqu'à ce qu'il y ait maintenant, hein, 2002 et tout ça, machin, avec la rébellion qui s'en est suivie, mais aucun lien avec Félix Houphouët-Boigny. Uniquement des histoires comment dirais-je, des histoires de xénophobie qui nous ont conduit à tout ça, au fait. Et c'est cette même politique-là qu'on continue. Et lorsque on dit à monsieur, hein, à l'ex-ministre Kone Katina, que, voilà, attends, j'arrive dans cette partie, écoutez très bien, voilà, d'abord. Compter sur la popularité, en tout cas avérée de Laurent Gbagbo, vous n'avez pas peur d'avoir une personnification du... Voilà, je réponds. À tous les Africains, et pour nous c'est très important. Donc vous comptez sur la popularité, en tout cas avérée de Laurent Gbagbo, vous n'avez pas peur d'avoir une personnification du parti politique. Finalement, c'est Laurent Gbagbo qui est l'alpha, l'oméga de ce parti. Alors, voyez-vous ça, très souvent j'entends sur parfois on me fait rire. Voilà, j'ai toujours dit aux personnes, la politique c'est la science la plus pratique. De renouveler, sinon de mettre maintenant des gens, voilà, qui n'ont rien à voir avec les vieilles têtes de la politique ivoirienne et tout, qui ont bien entendu créé cette crise-là et tout, qui nous rappellent toujours les stigmates de cette guerre et tout ça. Non, lui n'est pas dans cette politique-là. Lui, pour lui, Gbagbo ou rien. Tranquille quoi. Sans Gbagbo, c'est la mort du parti. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il voit, c'est comme ça qu'il voit la chose. Et donc, vu qu'il est le porte-parole de ce nouveau parti-là, bien entendu, c'est comme une limitation de limite d'âge pour les élections de 2025 et tout ça. Le gars est fâché. Le gars dit qu'il va se battre et là, je vais vous retrouver. Je vais vous donner ce passage-là, bien entendu. Et vous allez écouter très bien ce qu'il a dit. Et on va... Si il est à la fois républicain, J'arrive. Et là, je prends tout mon air sérieux. Pour nous, si cette loi était votée, qui sera le candidat de votre parti? Antoine Assalé Tiomoko affirme... Voilà, écoutez très bien les gars. Alors le député maire de Tiassalé, Antoine Assalé Tiomoko, affirme qu'à parti en 2025. Ah, j'ai été coupé là les gars. Je vais vous dire quelque chose. Donc je remets. Et là, je prends tout mon air sérieux. Parti en 2025. Affirme qu'à l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, il proposera de restaurer la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle à 75 ans. Si cette loi était votée, qui sera le candidat de votre parti en 2025? Est-ce que vous avez déjà songé? Je peux vous dire quelque chose. Voilà. Et là, je prends tout mon air sérieux. Pour nous, nous allons nous battre contre cette loi, si elle doit passer. Alors, je récapitule. On dit que le député maire de Tiassalé, Assalé Tiomoko, compte présenter à la prochaine session des parlementaires et tout, une loi qui va bien entendu demander voilà, la limitation d'âge pour les, comment dirais-je,
pour les potentiels candidats, voilà, à la présidentielle et tout ça. Et ça, c'était sa réponse. Il dit qu'il va se battre. Sinon, eux, ils vont se battre pour ne pas que cette loi-là passe. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Donc, ils vont se battre comment? Quand on vous dit de participer à des élections pour être représenté au Parlement, afin de, non seulement voter, afin de demander qu'on vote certaines lois, ou bien qu'on, comment dirais-je, ou bien aussi poser votre veto lorsqu'on va tenter de faire passer d'autres lois et tout ça, vous avez dit non. Nous, on ne se sent pas du tout concerné. Nous, on boycotte. Voilà, nous, on se sent encore comme à l'ère du FPI à ses débuts, comme les étudiants, on décide de boycotter au fait. Voilà. Maintenant que vous avez boycotté, vous avez donné tout le pouvoir aux autres. Voilà, tous les pouvoirs aux autres. Et vous, maintenant, vous dites que vous allez vous battre. Mais attends, vous allez vous battre comment? Je me pose un peu la question. Si l'Assemblée nationale décide de voter à l'unanimité, voilà, une loi et tout, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Voilà, vous êtes obligé, bien entendu, de prendre acte et vous conformer à la loi. Et c'est comme ça se passe dans tous les pays démocratiques. Et si vous voulez vous battre, vous allez vous battre comment? C'est pas quand même avec des coups de poing, j'imagine. Ou bien, voilà. Donc, je remets sa réponse. On est sérieux. Pour nous. Parti en 2025. Alors, je remets sa réponse. Déjà je peux vous dire quelque chose, madame. Et là, je pense que tout le monde est sérieux. Pour nous, nous allons nous battre contre cette loi, si elle doit passer. Mais il faut être présent à l'Assemblée nationale. Et votre formation n'a pas le débat de députés. Le débat démocratique, il est à la fois républicain, il a lieu dans les institutions, mais le débat démocratique, c'est également la population. Et donc, à ce niveau-là, nous voulons donner les noms. Parce que nous estimons que il faut que nous soyons sérieux dans ce pays un jour. Oh, punaise. Bon, c'est une publicité qui voulait passer. Alors, il dit quoi? Il parle de débat démocratique. Ça a lieu avec, comment dirais-je? Ce sont des... Attends, je vais faire passer la publicité là rapidement. En même temps. Voilà, les histoires de... Voilà, c'est le peuple et tout ça. Mais oui, c'est le peuple, bien entendu. Et c'est le peuple qui est rassemblé et qui est représenté à l'Assemblée nationale à travers les députés. Ou bien, on connaît tous ce que c'est, hein, l'Assemblée nationale. Donc, quand tu dis c'est le peuple là, à quoi tu fais allusion, monsieur Kone Kaltina? À quoi vous faites allusion? Parce que vous n'allez pas venir ici berner les gens en disant non, c'est vous qui décidez. Non. Quand on dit c'est le peuple qui décide là, après, ça dit on a voté des représentants. Le peuple a voté des représentants. Et ces députés-là, ce sont les représentants du peuple. Voilà. Donc, si les députés décident de voter une loi qui doit, bien entendu, passer à l'Assemblée et qui sera, bien entendu, adoptée ou pas et tout ça, bah, toujours est-il que ce sont eux, les représentants du peuple, qui décident d'approuver, sinon de voter pour cette loi-là et tout ça. Maintenant, le travail du député, c'est d'aller dans sa circonscription et puis essayer de causer avec, bien entendu, le peuple qui les représente et leur parler de cette loi-là qui doit être votée. Alors, eux maintenant, ils disent, ils peuvent dire, ouais, c'est bien ça. Voilà, on en a marre de voir vos têtes maintenant à la tête de l'État et tout ça. Bien, c'est mieux de mettre, voilà, l'imitation d'âge comme ça, bien entendu. Comment dirais-je, tous ceux-là, ils vont prendre leur retraite et tout. Voilà, je ne vais pas citer de nom, vous savez de qui je parle. Ils vont prendre leur retraite et tout. Ils vont approuver et tout. Et ce qui est encore plus drôle dans l'histoire, c'est que quand les gens de l'Assemblée nationale vont dans leur circonscription et tout ça, machin, dans leur ville et tout ça, très souvent, c'est avec les membres de leur parti qu'ils causent, les gars. Très souvent, c'est avec ceux qui les ont votés qu'ils causent. Voilà, ils ne vont pas t'appeler, toi, un rebelle, un récalcitrant, là, pour dire, bon, viens aussi, tu vas donner ton point de vue. Ce qui est tout à fait normal, c'est comme ça, ils doivent aussi faire. Mais, on constate que ce n'est pas le cas.
Très souvent même, ils restent eux-mêmes dans leur chambre et puis ils décident bien entendu de lever leurs mains, d'adopter ou pas du tout. Mais toi, tu comptes sur qui? FPI ou bien PPA, là, vous comptez sur qui? Parce que si vous comptez sur le FPI, eux, ils seront d'accord. Afin Guessan, il est d'accord pour ça, en fait. Voilà. Il est d'accord, il est trop d'accord pour ça, même. Beaucoup de partis sont d'accord pour ça. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est les gens de, comment dirais-je, c'est le nouveau parti comme le PPA et tout ça, machin. Voilà, ou bien les gens du PDCI et tout, parce qu'eux, ils veulent encore que Bédier retourne aux affaires. Et bien entendu, PPA, voilà, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, ils veulent que ce soit Gbagbo qui retourne aux affaires. Et vous, là, vous avez combien de députés au Parlement? Donc, quand ils disent qu'ils vont se battre, peut-être qu'ils comptent sur la coalition avec le FPI et avec le PDCI. On ne sait jamais, les gars. Voilà. Mais la bataille sera peut-être rude, mon frère. Voilà. Donc, tu dis, on va se battre. On vous a dit, allez vous présenter. On va vous voter. Comme ça, vous aurez, vous aussi, votre mot à dire à l'Assemblée. Vous dites, on ne veut pas. Aujourd'hui, là, on va se battre, on va se battre. Vous voulez vous battre en comptant sur quelqu'un d'autre. Voilà. Tout simplement parce que si Gbagbo n'est pas candidat ou bien il n'est pas être, comment dirais il ne peut pas se présenter, dans ce cas, c'est la mort du parti. Franchement, le gars, il est fatigué, sérieux. Il est fatigué. Même pour marcher, on l'attrape. Les gars, c'est lui à vous voulez forcément qu'il soit quoi, président de la Côte d'Ivoire. C'est clair que ce n'est pas Gbagbo qui les intéresse, vu que c'est juste Gbagbo qu'ils veulent utiliser. Le nom Gbagbo Laurent, c'est ça qu'ils veulent utiliser. Comme il a dit là, son aura. C'est ça qu'ils veulent utiliser, son étoile. Sinon, quand il est aux affaires, bah, ce sont eux qui gèrent tout. Monsieur le Président, voilà, signé ici, machin, ça, le gars, il ne sait même pas de quoi il s'agit, il va signer. Tranquille. Monsieur le Président, machin. Il va s'asseoir et puis eux, ils sont là maintenant pour gérer le pays. Ils vont gérer ça avec une certaine, je ne sais pas, démagogie, tranquille, je ne sais pas trop. Mais les gars veulent forcément revenir aux affaires parce que si eux, ils ne gèrent pas le pays, franchement, c'est la honte qui continue de se coller sur eux parce qu'on a une certaine impression qu'ils veulent forcément prendre une certaine revanche, un truc de ce genre et tout, machin. Les gars, vous n'avez rien foutu. Rien du tout. Sérieux. Et là, on n'est pas prêt à vous donner encore une autre... je n'ai même pas parlé de chance là. Voilà. Parce que pour avoir une chance déjà, ça se mérite. Tranquille, ça se mérite. Mais vous avez mérité quoi? Rien du tout, les gars. Sérieux, vous êtes bien là où vous êtes. Voilà. D'ailleurs, commencez à nous donner votre plan de développement pour la Côte d'Ivoire d'abord, avant de dire non, machin, il faut penser au djihad et contre le terrorisme, ou bien machin, il faut se mettre ensemble, les peuples, l'intégration. Quel est le plan de développement d'abord pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez en tête? Sérieux. Au lieu de vous mettre là à citer non, normalement le 3e pont d'Abidjan là, c'est nous on devait construire ça, mais à cause de la guerre, on n'a pas pu construire. Normalement, autoroute du Nord là, c'est nous on devait terminer ça en verre, mais à cause de la guerre, on n'a pas pu construire. Mais à cause franchement, on en a marre. Sérieux, voilà. Alors j'en ai fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien, quel que soit l'endroit du monde où vous trouverez. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez dormir moins bête, les gars. Changez. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.